Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vidéo que je veux faire depuis un certain temps déjà, c'est comment investir dans l'immobilier sans passer par les banques. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est possible, il y a des stratégies alternatives qui existent, qui sont relativement peu connues, mais qu'on peut appliquer à nous autres marchands de biens, investisseurs, pour pouvoir continuer à acheter de l'immobilier. Vous allez voir, c'est super intéressant. Willy s'est présenté sur le groupe Esprit Imo. Vous allez voir qu'en fait, il utilise cette stratégie aussi à titre perso, mais aussi pour ses clients. Donc, je vais le laisser se présenter et puis on va enchaîner direct sur c'est quoi une vente à terme. Salut Willy. Salut Greg, merci de l'invitation et puis bonsoir à ta communauté. Euh, donc, moi, je viens activement vous transmettre le savoir que je peux avoir sur la vente à terme. Je peux effectivement embrayer direct si tu es OK, Greg. C'est comment j'y suis venu. Ouais. Juste faire une mini introduction, mais ça va avec le comment j'y suis venu. Donc, moi, si je suis sur Esprit Imo, c'est aussi parce que je suis investisseur. Donc, j'ai une double casquette, c'est que je suis agent immobilier et investisseur. Ce qui est parfois compliqué sur les forums où il y a débat entre investisseurs et agents immobiliers, parce que j'explique que des deux côtés, il peut y avoir des bons et des mauvais. Voilà, donc je sais ce que cherche un investisseur généralement, plutôt du cash flow, un enrichissement par capitalisation ou un marchand de biens, puisque j'ai également pratiqué ce métier. Ok. Donc du coup, voilà, je gère une grosse agence, on va dire, répartie en fait sur plusieurs petits points de vente. Et rapidement, comment je suis venu à la vente à terme? En fait, moi, c'est un investisseur qui m'en avait parlé, mais très rapidement. J'avais pas compris tout de suite la puissance du truc et l'impact que ça pouvait avoir. Par contre, pour moi, c'était compliqué d'argumenter auprès de clients en manquant de savoir. Donc, j'ai investigué énormément. J'ai pris tout ce qui existait sur Internet, en articles, en lecture. Et je suis arrivé à faire ma première vente à terme à titre personnel. Donc, du Top. coup, là, je suis vraiment passé côté acquéreur. J'ai fait un acte authentique en vente à terme. À partir de là, on va dire que je connaissais le process de A à Z. Voilà. Et comment j'y suis venu? Tout simplement, j'ai voulu pousser sur cette question, étant coincé aujourd'hui, dès lors que je suis sur une analyse bancaire classique norme HCSF, avec un abattement de 30% de mes revenus locatifs, chose que tout le monde va avoir aujourd'hui, sauf passer éventuellement sur une analyse pro, sur un projet qui va être moitié immobilier, moitié pro. On est tous coincés. Or, aujourd'hui, moi, j'ai une quinzaine de lots avec les SCI ou le nom propre, etc. Je suis à peu près à 10 000 euros de revenus locatifs, qui part essentiellement remboursement d'emprunt. Hein. Donc, voilà. Mais quand je vais voir la banque, elle compte que 7 000. Donc, comme beaucoup de monde, 3 000 fois 12, 36 000 euros de revenus annuels en moins. Quand je suis sur un pur projet immobilier, je ne rentre pas dans les cases. Et je pense également qu'il y a un autre problème que beaucoup de monde rencontre, c'est qu'à un moment donné, c'est mon banquier qui me l'a expliqué, entre tes revenus de travail et ton encours maxi, à un moment donné, tu as toujours un blocage. C'est-à-dire que pour le commun des mortels aujourd'hui, qui gagne entre 20, 25 000 et 50 000 euros annuels pour une personne, et là, je pense qu'on englobe énormément de monde, 70-80% des gens. Une fois que tu vas arriver sur 1,5 million d'encours, généralement, tu peux retourner le problème dans tous les sens. C'est très, très difficile. Et du coup, t'en es venu à la vente à terme parce que bon, on est tous plus ou moins bloqués à certains niveaux. Euh, la vente à terme, le gros avantage, c'est que tu peux, enfin bon, il y a plusieurs cas de figure, mais ça permet justement de continuer à acheter de l'immobilier sans passer par la banque. Donc du coup, on peut enchaîner après sur la question de savoir ben, comment on met en place une vente à terme. Déjà, la première question que je pense qu'on se pose tous, c'est déjà ben, au niveau du vendeur, comment ça se passe avec le vendeur, comment expliquer ça à un vendeur, comment faire passer ça à un vendeur, quoi. OK. Alors, là, pour répondre le premier point, sur comment on définit une vente à terme, il y a une valeur vénale. Hein. En fait, valeur vénale, ça veut dire prix de vente. Mm, C'est juste que valeur vénale, c'est ce qu'on utilise en termes viagers. mm, Et moi, je me force.
à utiliser des termes techniques professionnels pour gagner la confiance de mes vendeurs. Mm. C'est très compliqué. Le ratio est très très bas. Je pense que là, d'ici la fin de l'année, je vais titiller la vingtaine de ventes à terme réalisées. A priori, on sera sur 2 à titre personnel et 18 en tant qu'intermédiaire. Je n'ai pas compté en termes de ratio. Pourtant, je suis un excellent commercial. Je pense que pour réaliser 20 ventes à terme, j'ai dû proposer 200, 250, 300 fois la vente à terme. C'est-à-dire que déjà, sachant qu'avant de la proposer, je vérifie que les prérequis soient présents. Donc, le premier point, c'est 6 mois à 1 an de vente sans vendre. Le mec, au bout de 3 mois, si tu lui proposes une vente à terme, il ne t'écoute pas. Ou alors, tu peux toujours en parler et voilà, tu peux toujours avoir l'exception qui confirme la règle. Mais la vente à terme, il faut vous mettre dans la tête, les gars, que, et les femmes, s'il y en a certainement qui nous écoutent, c'est qu'en fait, c'est une vente par défaut. C'est une vente par défaut. Il y a quelqu'un qui le disait justement sur sa page Facebook, Greg, disait, mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'accepterais une vente à terme. Une vente à terme, c'est une vente par défaut. Généralement, c'est une vente qui ne se concrétise pas pour plusieurs raisons. Ça peut être un produit qui est très cher, un produit où le prix n'est pas que le problème, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, il peut être urbanistique, il peut être lié à la peur de la vacance locative. Bon, bref, on connaît tous les produits à problème. Donc, généralement. En fait, l'investisseur qui se dit chouette, l'agent immobilier m'appelle pour me proposer un bien off-market, un bien qui est tout frais, qui arrive de suite sur le marché. Je dis à l'agent immobilier, je vais lui proposer une vente à terme parce que comme ça va me permettre d'esquiver les normes d'HCSF. Il y a de très grandes chances pour qu'on se prenne une porte dans le nez, quoi. Déjà, le problème, c'est que 99% des agents immobiliers ne connaissent pas. Oui, ça c'est un autre problème encore. Il ne faut pas, parce que je connais la vente à terme, parce que j'ai eu cette démarche de m'informer. Dès que j'ai compris le principe, j'ai tout de suite adoré. J'ai découvert que c'était la façon dont vendaient leur maison les Romains. Parce que à l'époque, je suppose qu'il n'y avait pas de banque. Donc voilà, tu vendais ta maison et tu disais, voilà, pendant 10 ans, tu vas me donner tant. Et il y a une forme de logique puisqu'il n'y avait pas de banque. Et comme en plus, moi, j'aime l'histoire, tout s'est relié un petit peu. Et voilà. Mais ton agent immobilier ne connaît pas la vente à terme. C'est-à-dire que deux solutions, soit tu trouves des ventes à terme toi-même en démarchant des gens. Mais là, vu le faible ratio, vu la connaissance contextuelle que tu dois avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui galère à vendre, un cycle de décision simple. Clairement, s'ils sont 6 dans une indivision, ça ne sert à rien d'en parler, c'est une perte de temps. Et dernière chose, il faut que la personne n'ait quasi plus de crédit ou plus de crédit en cours sur le bien, puisque la vente à terme suppose que le vendeur va avoir une hypothèque sur le bien qu'il va te vendre. Donc forcément, s'il reste un crédit en cours, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il reste ce qu'on appelle une queue de crédit, un tout petit morceau de crédit, 5, 10, 15, 20 000 euros. En tout cas, un montant que tu sois en capacité d'absorber. Parce que par contre, je n'ai jamais vu un vendeur qui acceptait de solder son crédit sur ses fonds personnels. Ouais. Il espère au moins passer chez le notaire et ne pas avoir à donner d'argent. Donc en fait, la typologie de biens qui se prêtent à la vente à terme, c'est des biens qui ont du mal à se vendre, quoi. Voilà, des biens qui ont du mal à se vendre, des biens à problème. Une fois, je suis parti sur un bien qui n'avait pas de problème, mais je n'ai pas réussi à convaincre la vendeuse. Dans le Pas-de-Calais, on a peu de secteurs à gros prix au mètre carré, si ce n'est du côté du Touquet, station balnéaire connue. Et à côté du Touquet, il y avait Neuchâtel-Ardelot. Il y avait un appart à 200, 220, et la dame en voulait 300. Donc, un agent immobilier externe, parce que j'ai déjà essayé de trouver des... Je n'ai pas encore le business model sur comment avoir de la vente à terme en volume. Est-ce que je dois continuer à démarcher moi-même? Donc là, j'en fais quelques-unes, mais le volume est faible. Mais j'ai le mérite d'en faire, surtout dans un contexte compliqué. Pour moi, c'est que du bonus, ces ventes. Et ensuite, aller voir d'autres agents. Ça, aujourd'hui, j'ai fait 0 vente en allant voir d'autres agents. Pourtant, je fais partie d'un réseau où on a déjà 8 agences nous-mêmes, ImoWest. Et j'ai été voir une dizaine de collaborateurs Safety grâce à une tête de réseau que je connaissais. D'accord. Il m'a emmené sur un appartement qui était à 300 000 quand on valait plutôt 220. Et moi, je me suis dit, de toute façon, aujourd'hui, si j'emprunte 300 000 à 4%,
En remboursement, j'avais regardé, je suis à 450. Donc, quelque part, ça se tient éventuellement demain d'avoir quelqu'un qui l'achètera en vente à terme, qui par l'économie des intérêts d'emprunt se dirait bah, je vais l'acheter en vente à terme. Bon, malheureusement, je n'ai pas réussi à convaincre cette vendeuse. Est-ce que ça fonctionne sur tout type de bien? Tu peux acheter n'importe quel type de bien. Ok, Ouais, ok. n'importe quel type de bien. Après, donc là, du coup, donc il y a la première difficulté, c'est de réussir à convaincre le vendeur. Ensuite, donc là, tu nous as expliqué que les ratios étaient relativement faibles. Ouais, après, je te coupe 2 secondes, Greg. Ouais. Tu peux trouver par toi-même. En fait, tu tapes vente à terme en mots-clés sur le Bon Coin. Ouais. Après, il y a des groupes spécialisés aussi sur Facebook, on en parlera. Mais en tapant le mot-clé vente à terme sur le Bon Coin, tu en trouves. Ok. Tu en Ah trouves oui, c'est vrai que quelques-unes. bah, on le mettra dans la description. C'est vrai qu'on en avait parlé en off. Il y avait un groupe Facebook où tu disais qu'il y avait des ventes à terme spécifiques, enfin, c'était spécifique aux ventes à terme. On le mettra dans la description en dessous de la vidéo avec grand plaisir. D'accord. Euh, Ensuite, donc du coup, vient la question de, admettons qu'on réussisse à trouver un vendeur qui va bien faire la vente à terme. Après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment c'est, comment dire? Est-ce que c'est un contrat? Comment ça marche après? Alors, en fait, après, en dehors de la typologie, du moins Hmm. de la méthode de financement, en fait, c'est un compromis classique. Donc, en fait, simplement, demain, tu veux m'acheter un bien à 100 000 euros sur une vente classique, on va noter au moyen d'un financement. Tu m'achètes un bien à 100 000 euros en vente à terme, il va être stipulé que tu m'as versé un bouquet de 10 000 euros, que tu vas me verser ensuite, bah, tu as 90 000 euros à me verser, donc par exemple, en 100 mois, tu vas me donner 900 euros, Hmm. ce qui à la fin fait 100 000. On va prévoir une éventuelle indexation. Donc l'indexation, ça peut être 1% par an, ça peut être l'indice de référence de loyer, qui est généralement accepté par tout le monde, qui est le meilleur indice. Éviter de l'indice de coût de construction. Moi, j'en ai parlé dans mon précédent live, c'est que j'ai pris l'indice de coût de la construction et avec l'inflation actuelle, j'ai pris 7,6% d'augmentation entre N1 et N2. Ah oui, ça pique. Donc, ouais, bah, après, j'ai pas de regrets vu les intérêts d'emprunt actuels, mais malgré tout, j'ai payé pour apprendre, quoi. D'accord. Mais j'ai eu le mérite de passer à l'action et bon, ça pique un petit peu, ouais, 7,6. Donc là, du coup, tu vas chez le notaire. Donc du coup, on signe un compromis. Dans le compromis, dans les clauses de financement, il y a marqué, du coup, bah, il y a un bouquet. Donc le bouquet, comment tu gères ça en fait? C'est une négociation entre le vendeur et l'acheteur? Alors, tout est négociable dans une vente à terme. J'ai déjà eu des très gros bouquets. D'accord. Hein, à Alors, l'extrême, j'ai eu un bouquet de 75 000 euros. ouais. Et j'ai déjà eu la vente à terme la plus favorable que j'ai négociée. Je l'ai actée il y a 2 mois. J'avais un bouquet de 0 et une franchise de rente les 12 premiers mois. Ah ouais, J'avais. bien. Ok, donc Alors, pendant 12 mois, t'as rien payé et après, tu as commencé à rembourser quelque chose, quoi. voilà. Alors, pas moi pour le coup, mais j'ai négocié. En fait, j'ai rencontré les vendeurs. Ils vendaient depuis 3 ans dans une zone rurale, un immeuble à usage mixte. Le truc bien galère parce que tu n'as pas d'entrée séparée, parce que tu n'as qu'un seul compteur pour le rez-de-chaussée et l'appart. Donc, j'ai dit, votre bien va être très difficile à vendre. Ils étaient au courant. Ils étaient plus dans une logique de transfert de propriété. Il y a un mot magique pour les vendeurs qui galèrent, c'est le transfert de propriété. En gros, transfert de propriété, pour eux, ça veut dire fin des emmerdes et fin des charges. Donc, je leur ai dit, votre bien va être très difficile à vendre, etc., etc. Le gars, il doit refaire des travaux pour rendre à nouveau exploitable votre immeuble. Là-dessus, ils étaient d'accord. Partant de ce postulat, il va falloir m'aider, il va falloir aider votre acheteur à le rendre exploitable. Comment on va l'aider? On va lui demander un bouquet de 0 et une franchise de rente de 12 mois. Là, tout de suite, j'ai été inondé d'appels. J'ai même un mec qui a menacé l'agence, il voulait être le premier à passer, etc. Wow. Je lui ai dit calmez-vous. Hmm. Sur le papier, c'est beau, mais les photos, on ne se rend pas compte à quel point il y a du taf. Et finalement, on a eu besoin d'une vingtaine de visites et 1 mois. Mais c'est là où on voit que c'est puissant, parce que d'un côté, tu as une vente classique et en 3 ans, c'est pas vendu. Et là, en 1 mois, je le vends avec absence de conditions suspensives de financement. Pour ça, c'est magique. Enfin là, la façon dont tu le racontes, c'est assez magique. Parce que là, tu as transformé. Parce que 3 ans à essayer de vendre un bien où il se passe rien, c'est vraiment très très long pour des vendeurs. 3 ans, c'est très très long. Ouais, Et là, bien sûr. l'espace d'un mois, tu as aussi à vendre. Euh,
là, du coup, il se retrouve à payer comment t'appelles ça? C'est des rentes après que tu payes tous les mois? Comment ça Donc marche? là, c'est ça. Alors, le terme rente, en fait, en vente à terme, on parle de mensualité constante. Ok. Après, les gens parlent souvent de rente, mais rente suppose viager et en viager, la rente, elle est en partie imposable au revenu, alors que la personne qui se fait payer dans le cadre d'une vente à terme n'a pas d'impôt sur le revenu à payer. C'est normal, ce n'est pas un revenu, ce n'est pas une rente, c'est uniquement le paiement à terme, d'où le nom, Hmm. de son bien. Donc, du coup, effectivement, en fonction de ce qui est prévu, donc là, mon client qui a acheté, dans 13 mois, il va commencer à payer sa première mensualité. Mais en passant chez le notaire, il a eu uniquement à payer les frais de notaire, basés sur la valeur vénale globale, et les frais d'agence. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, on signe un compromis. Donc, et après, comment on fait respecter le fameux paiement des mensualités? Comment dire? Parce que l'acheteur, donc celui qui achète le bien, il se retrouve avec des mensualités à régler. Et si demain il arrête les mensualités, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ce qu'on appelle une super hypothèque, c'est le nom exact, qui est une hypothèque qui est plus forte qu'une hypothèque bancaire. En gros, moi, j'ai fait pendant une dizaine d'années des adjudications en tant que marchand de biens. Donc, généralement, quand je recevais le cahier descriptif de la vente, je me rendais compte qu'avant de passer au tribunal et de perdre sa baraque, le gars, il avait mis 2 ans et demi sans payer. Un, Ce P- qui un veut dire, PV, un PV, un procès-verbal descriptif, ouais. ouais, voilà, que fait un huissier quand tu payes pas, si demain tu payes pas ta maison, au bout d'un moment, ça va mettre à peu près 2 ans et demi. Ouais, Donc, d'abord il y a un commandement de payer ouais, et ensuite, c'est très long. après C'est-à-dire ça que passe devant. clairement, Après donc on appelle ça le GEC, c'est le juge des exécutions. Après bon, c'est très très long comme procédure. C'est très très c'est long. très très long. Ça montre bien que bah, moi, ça m'a permis de ne pas avoir trop de scrupules à aller sur des ventes aux enchères, parce que clairement, les gens, généralement, ils sont dans une logique irrationnelle, parce que si tu cherches à trouver un accord, tu trouves un accord, ou au pire, tu vends. Mm. Donc les gens, au bout de 2 ans et demi, ils perdent leur maison. Là, en vente à terme, généralement, nous, on met en l'absence de paiement de 2 termes, il y a une clause exécutoire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une hypothèque bancaire, c'est une super hypothèque. Forcément, le vendeur prend un risque énorme. Il te fait confiance. C'est pas tu vas pas le payer, l'appeler et dire ouais, mais en fait, on s'arrange. Le gars, il fait constater par l'huissier. Donc, tout simplement, il prend ses 3 derniers relevés de compte. Il fait constater, par exemple, c'est toi, donc Greg Fourgeot, tu avais un virement que tu envoyais le 5. Mm. Donc, janvier, février, tu as payé et mars, avril, tu n'as pas payé. Donc, lui, il te met en demeure de te mettre à jour. Et en l'absence de mise à jour sous 8 jours, j'ai deux possibilités. Soit je mets aux enchères le bien, du coup, et je récupère le fruit de ma vente, soit je peux repasser chez le notaire et redevenir propriétaire du bien. Donc c'est bien protégé quoi. C'est hyper protégé et c'est tout à fait normal. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'objection numéro un. C'est l'objection numéro un. Les gens ne partent pas en vente à terme parce qu'ils associent les problèmes de paiement des locataires en France, les problèmes des squatteurs à ça. Ils mélangent tout. Après, j'ai affaire au grand public, j'ai affaire aux particuliers. Je dis, attendez, vous mélangez tout. Mais globalement, la confusion est faite et la crainte est là. Ce qui veut dire que si on était dans un état anglo-saxon où globalement tu ne payes pas, au bout d'un mois tu es dehors, je pense que la vente à terme se développerait plus. Alors aujourd'hui, les gens, ils ont peur de ne pas être payés. Et, voilà. Et clairement, aujourd'hui, quand tu te retrouves sur un bien que tu veux passer en vente à terme, parce que l'appartement a été détruit par l'ancien locataire qui ne le payait pas, bah, en fait, pour lui, vente à terme, c'est repartir dans une autre galère. Donc tu n'arrives pas à le convaincre. Donc trouver par soi-même, c'est extrêmement compliqué. Idéalement, il faut regarder ce que fait René Coste, qui est un spécialiste du viager, qui a à la fois du viager et un peu de vente à terme. Il faut regarder ce qu'on fait nous, puisque je suis devenu un spécialiste, mais je suis un petit acteur local Mm. qui va, je pense, une fois que je vais trouver ma vitesse de croisière, je pense que je ferai 8-10 ventes par an et ce sera déjà pas mal. Ou alors taper en mots-clés, en recherche sur le bon coin vente à terme. Mais par soi-même, il y a des gens qui sont parvenus, mais C'est compliqué. c'est Euh, c'est compliqué par soi-même parce qu'en plus, tu vas devoir le convaincre que ça existe, que c'est vrai. Et en plus, à la fin, si tu passes par toi-même, si tu convaincs toi-même, ça veut dire que tu passes par un notaire. ouais. Et 9 fois sur 10, le notaire va déconseiller le vendeur de faire une vente à terme.
Il faut le savoir, les notaires sont contre. Ok. Du coup, là, on a parlé un peu en tant qu'investisseur, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir du cash flow aussi sur des ventes à terme. Ça empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. On peut cumuler des stratégies avec la location courte durée et tout. Enfin, ça pose absolument aucun problème de ce que j'en comprends. Tout à Euh, fait. Tu exploites exactement comme tu veux. euh, Tu exploites exactement comme tu veux le bien. Parce que du coup, il n'y a pas d'acte authentique. En fait, tu signes un compromis. Ah si, Il si, y a un acte il y a un authentique acte aussi. authentique, hein. Ouais. Moi, l'idéal, c'est de parler vraiment de l'expérience. Voilà, moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai mon Airbnb à Calais, dans le 62, là, dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, j'ai une petite rente en dessous de 500. J'arrive à tirer 1000 euros par mois en moyenne. Voilà, je fais des pointes à 1005 l'été et ça me coûte 500, un petit peu moins de 500 en rente. Donc, je fais ce que je veux dedans. Demain, je veux repasser en location classique pour arriver à un autofinancement, ce qui peut être une autre stratégie. Je peux le faire. Donc, voilà. Mais c'est moins évident d'être sur du cash flow sur une vente à terme. Mais Ok. je pense que c'est possible. En tout cas, Ok. moi, je le fais, par exemple. Ok. Et en tant que marchand de biens, est-ce que tu as des stratégies un peu à nous conseiller? Comment on peut utiliser ça en tant que marchand de biens pour essayer de, par exemple, je sais pas, dans le cadre typiquement d'un immeuble en vente à la découpe, ça peut être une super stratégie. Parce qu'en fait, on peut dire au vendeur, ben voilà, on va garder l'immeuble pendant peut-être, je sais pas moi, 1 an ou 2 ans. Et en fait, Mm-hmm. à l'issue des 2 ans, on est à peu près sûr de récupérer suffisamment de fonds pour justement vous payer en intégralité. Alors, c'est effectivement tout à fait possible. J'en discutais avec un partenaire en début de semaine, ce que j'appelle un promoteur d'anciens. Donc, lui, il achète des gros volumes, des gros plateaux, il rénove et il revend. Mm, Hein, donc, ouais, c'est un marchand de biens. mm. Hein. Et en fait, on était sur un dossier où je lui ai dit voilà, si demain le gars il demande trop, éventuellement, si on a l'économie de nos frais bancaires, est-ce que tu es chaud pour partir sur une vente à terme et le gars, on le solde dans les 24 mois, par exemple? Mm. Parce qu'un an, je trouve, c'est extrêmement court. C'est très court, 1 an, hein. Et dans cette logique-là, j'ai fait effectivement ma première vente à terme, je l'ai actée il y a un mois, celle-ci, où clairement le gars, il est en mode marchand de biens, il n'est pas là en mode investissement. Il a acheté un immeuble 5 lots. Aujourd'hui, il y a 3 lots qui sont squattés avec des occupants sans bien ni titre, qui a lui-même été acheté par un marchand de biens, qui n'a pas réussi à gérer le truc parce que le tribunal a merdé dans l'envoi des documents originaux. Et aujourd'hui, sans jugement original, quand on achète en adjudication, on ne peut pas expulser. Donc, à un moment donné, il a voulu se débarrasser du problème. Il lui a revendu en facilitant les conditions d'accès. Et en fait, le gars lui a versé un bouquet de 10 000. Et dans 12 mois, il est censé le solder. S'il ne l'a pas soldé, dans 12 mois, il aura perdu les 10 000 de bouquet. Il aura perdu les 600 qu'il lui verse tous les mois. Et il aura perdu ses frais de notaire et ses frais d'agence. Maintenant, le bien, il a été vendu 90 000 parce qu'il est squatté. Sa valeur, s'il règle le problème, qu'il fait libérer les lieux, c'est entre 150 et 160. Donc le gars, voilà, il sait qu'il a pris un risque, mais globalement, il mise beaucoup moins que s'il avait eu à l'acheter cash. Intéressant, intéressant comme cas de figure. Donc ça, c'est dans le cas d'un marchand de biens. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça sur l'activité de marchand? Est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça sur des terrains? Enfin, j'imagine que vraiment le champ des possibles. On peut tout faire. J'ai eu, là, moi j'en parle tout le temps, j'ai eu un maire qui vendait un terrain à lotir. Et je lui ai dit, vous savez que même aujourd'hui, pour des gros promoteurs, le contexte bancaire est compliqué. Je lui ai dit, est-ce que demain, vous êtes fermé à une vente à terme? Et le maire il m'a dit non, non. Donc le gars, il pouvait lotir 15 ou 16 terrains. La vente, c'est pas faite parce que par contre, il demande trop. Mais il vendait 300 000. Et sur le principe, le maire était OK pour que ce soit soldé dans 24 mois. Du coup, le promoteur, lui, ça lui laissait la possibilité de découper, de mettre en place les compteurs, etc. Et de faire une pré-commercialisation pour commencer à aller chercher du financement. Parce qu'un promoteur, je crois qu'il obtient un financement dès lors qu'il vend un certain nombre de lots. Et derrière, lui, en dehors de ses frais de géomètre, d'installation de compteurs, il n'avançait pas le foncier. Et ça, quand tu n'as pas le foncier avancé, c'est top, quoi, parce que c'est rare. Ouais, c'est assez rare. Ouais, c'est une super stratégie, la vente à terme. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, aujourd'hui, les banques, franchement, freinent des deux pieds pour financer.
Là, tu parlais tout à l'heure du bouquet. Le bouquet, en plus, c'est négociable. La problématique, c'est que il y a aussi une autre problématique, c'est les agents immobiliers, comme tu disais tout à l'heure, qui sont pas du tout formés sur le Non, mais sujet. faut oublier les agences traditionnelles. Sur mon secteur, j'ai quand même sorti 7, 8 dossiers de trucs où les mecs ont vu des panneaux vendus, c'était à vendre depuis 1, 2, 3, 4 ans. Et tu n'as aucun agent immobilier qui est venu me voir ou qui a été voir mes vendeurs, mes acquéreurs. Moi, perso, demain, Greg, tu as un concurrent à Ouais. moi, ça fait 3 ans que je l'ai en boutique, tu le sors. Je vais essayer de savoir comment tu as fait. Ouais, oui, bah, c'est normal. Pas par jalousie, parce que je vais essayer de comprendre et je vais essayer de reproduire. Parce que le talent n'est pas intéressant, parce que le talent n'est pas duplicable. Par contre, si tu as une méthode et que je la comprends et que je peux la dupliquer, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, les agents immobiliers, en plus, je me mets pas dedans, tu vois, ils sont feignants intellectuellement. Je suis beaucoup plus, de toute façon, même dans ma façon d'estimer les biens, je leur explique, je suis beaucoup plus investisseur qu'agent immobilier dans l'état d'esprit. Même si aujourd'hui, ce qui me permet de manger, c'est mon métier d'agent immobilier. Mais les agents immobiliers, ils sont feignants. Même un bien que tu peux découper, ils préfèrent prendre un mandat simple, rentrer un mandat et dire regarde, chef, j'ai rentré un mandat, plutôt qu'éventuellement aller à la confrontation avec le vendeur et de le faire sortir de son confort, le vendeur, en lui expliquant que si on aborde le problème différemment, on va régler le problème et on va vendre. Par contre, ouais, il faut peut-être accepter de faire une découpe. Parce qu'une maison à 200 et une à 300, ça se vend plus facilement qu'une maison à 500. Oui, 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 bah, complètement. Mais Complètement. l'agent immobilier est feignant intellectuellement et je ne crois pas à une vente présentée par un agent immobilier où en fait on expliquerait qu'on va le proposer en vente à terme. Ou alors, tu vas sur un bien qui est complètement grillé, complètement cramé, où là, l'agent immobilier sait qu'il n'a rien à perdre, mais tu vas devoir bien rédiger ton offre, éventuellement, comment dire, mettre un petit texte explicatif de ce que c'est. Moi, j'ai envie de dire, l'idéal, c'est de me donner l'adresse et de laisser gérer, hein. Mais toi, tu penses que, en tant qu'investisseur, en tant que marchand de biens, on aurait plutôt intérêt d'essayer de convaincre directement les propriétaires plus que essayer de former Alors, l'agent IMO, quoi. je dis pas qu'il faut doubler son agent IMO. Je dis juste que c'est vrai que je me suis pas posé la question parce que moi, je les cherche tout le temps moi-même, Hmm. du coup. Et pour le coup, ta question de toi, de pur investisseur et pas agent immobilier, du coup, je me la suis jamais posée. Donc, c'est une très bonne question. Enfin, Moi, personne. je parle pas de doubler l'agent immobilier en tant que tel. Non, non, Mais en fait, j'ai bien compris. c'est de, par exemple, nous, quand on marche, on lève la tête en tant qu'investisseur, on regarde ce qu'il y a à vendre, on regarde les Bien sûr, panneaux. Moi, quand je roule avec ma voiture, je regarde qu'est-ce qu'il y a à vendre, depuis combien de temps, pourquoi bien c'est sûr. là. Et il y a des moments, on a envie d'aller voir le boucher du coin ou le coiffeur ou dire, ben voilà, il y a un bien au bout de la rue, là, c'est à vendre, est-ce que vous savez à qui c'est? Oui, mais c'est Madame Intel et tout, c'est son mari, on le coiffe ici et tout. Et comme ça, on arrive à avoir des informations juste en parlant aux gens. Ah C'est oui, oui, pas, bien sûr, mais en direct, oui, oui, en direct, ça se tente. Avec un agent immobilier, ça se tente, mais clairement, si c'est un bien qui est à vendre depuis 2, 3 mois, ça ne marchera pas. C'est-à-dire non, non, clairement, non, non. il faut viser des biens grillés. Par contre, la force de l'agent immobilier, c'est que lui, il connaît le contexte, il connaît l'historique. Toi, tu rentres dans l'agence, le gars, il a peut-être 50 biens, et limite, le discours qu'il faudra avoir, c'est de lui dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'achète uniquement avec une technique qui est une vente viagère, parce que si tu tout de suite vends à terme, il va pas comprendre. Et tu lui expliques que par contre, c'est un dérivé du viager et qu'on viendra plus tard. Mais que par contre, voilà, s'il a 2 heures à perdre, il te fait visiter ses 5 biens les plus grillés. Et toi, à la limite, tu lui fais 4 propos. Et à la limite, c'est là que pour moi, tu serais le plus efficace pour quelqu'un qui. Donc, si tu peux contacter directement les gens, c'est bien. Mais c'est pas toujours évident. Et essayer de les convaincre. Mais voilà, si moi je voulais rentrer dans une technique d'optimisation, de pouvoir proposer ça, voilà, clairement, je dirais, paradoxalement, on va voir l'agent immobilier, on lui dit donne-moi tes bonnes affaires. Là, il faut lui dire bah, donne-moi tes trucs invendables, Tes bouses. présente-les-moi. Pose pas toutes tes Comment? bouses. Ah non, mais c'est ça, parce qu'un produit, et c'est normal. Greg, demain, toi, tu vends un produit qui est tout à fait vendable, tu vas vouloir prendre tes 200 ou tes 300 000 tout de suite. Oui, alors pour qu'on soit tous bien d'accord ici, ceux qui me suivent, j'espère qu'ils ont compris qu'on cherchait, nous, en tant qu'investisseurs, en tant que marchands de biens, des trucs qui étaient vraiment
pas du tout dans le marché classique. Donc si demain, ceux qui nous écoutent cherchent des biens immobiliers dans le marché classique, je veux dire dans la résidence principale de Monsieur Tout le Monde, c'est compliqué. Là, tu parles de trucs cramés, c'est des trucs. Moi, j'appelle ça des trucs foireux. Alors, tu appelles ça comme tu veux. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais, ben, c'est de l'eau, il y a un seul compteur, ou ça va être des immeubles trop gros, ou des immeubles qui sont dans des zones qui sont vraiment trop rurales. En fait, il y a vraiment des cas de figure où les biens en Bien sûr. les biens en question sont ce qu'on appelle vraiment soit vendus depuis trop longtemps. Donc ça c'est top, parce que les biens qui sont vendus depuis trop longtemps, on a tout notre temps. Par exemple, là, tu parles de biens qui sont à la vente depuis 2 ou 3 ans, voire plus. Mais là, on a tout notre temps. On peut dire, voilà, monsieur l'agent immobilier, eh ben, écoutez, j'ai une technique pour acheter le bien sans avoir de problème de financement. Faites-le moi visiter et après, je vous explique. On va passer. Après, les investisseurs, moi j'en ai vu qui sont allés dans des agences immobilières avec leur ordinateur ou leur iPad et faire un joli PowerPoint, tu vois, avec, par exemple, on parle de vente à terme ici pour expliquer la vente à terme, les articles de loi, les exemples de rédaction de compromis, avec les clauses, avec toutes les... Et en cassant toutes les objections qu'on a évoquées aujourd'hui à travers cette vidéo, dire voilà toutes les objections que vous allez avoir avec votre vendeur. Mais ça vaudrait le coup, franchement. Ça vaudrait le coup d'aller directement avec peut-être même un, qu'on appelle ça, un dépliant, tu vois, un dépliant, dire voilà la Ah vente à non, terme. Mais le problème, tu vas me dire, ouais, mais Greg, là, t'es en train de vendre, t'es en train d'offrir sur un plateau d'argent une super technique. Mais bon, moi, je vois ça en tant qu'investisseur, je vois pas ça en tant que toi, agent IMO, en train d'essayer de faire les démarches, tu vois. Ouais, ouais. Après, je te dis, les investisseurs, ils vont s'engouffrer dans la brèche parce que les investisseurs, ce sont des gens malins et judicieux. Mais clairement, j'ai une vision très critique de. Non, mais moi, je vois la merde que font tous les jours mes confrères. C'est-à-dire, le truc très simple, c'est que si ta maison vaut 300, pourquoi te dire qu'elle vaut 330? C'est la pire des stratégies. Et ça, je le vois 9 fois sur 10. Donc, globalement, Ouais, bah attends, la vente. ils ont rentré un mandat à l'agence, hein. Ouais. Moi, j'ai parfois des trucs où j'utilise juste mon réseau et les mecs me disent, mais je comprends pas, ça bouge plus avec vous, vous n'avez pas de mandat. Mais je dis, moi, je recherche pas de mandat. Moi, je veux gagner ma vie. Et le mandat, il me fait pas gagner de l'argent. Quand le mandat est essentiel, je cherche à le prendre. Mais par exemple, demain, je vois que la signature du mandat, c'est compliqué, mais que le gars n'est pas fermé sur la vente à terme. Et je m'en fous du mandat. Je fais une annonce sans photo où je mets qu'il y a une vente à terme. Et quand le gars, de toute façon, il voit, parce qu'en fait, la puissance de la vente à terme, c'est que tu mets sur le portail IMO un bien avec uniquement le bouquet. Donc, t'inquiète pas que quand les gars, ils voient 10, 15, 20, 30 000 euros, ça clique. Hmm. J'ai fait un ratio une fois avec le même produit en vente classique et en vente à terme. Le gars, il a halluciné. Là, il avait 200 vues par semaine. On est monté à 2000 vues par semaine. Ah Je oui, dis, mais c'est normal parce que d'un côté, je demandais 15 000 euros de bouquet, et de l'autre côté, je demandais 140 000. Donc forcément, les biens à 15 000 euros, tout le monde clique dessus. Donc moi, je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que le gars, c'était un vieux. Je ne vais pas donner d'explication. Moi, je l'avais. Je dis, vous voyez, on ne l'a pas encore vendu en vente à terme, mais vous voyez le démarrage là sur les 3-4 jours, ce que ça donne. Et voilà, c'est aussi la puissance du truc pour moi en tant que commercialisateur, ouais. c'est que je pose un prix très bas, et le prix très bas, bah, il attire tout le monde. Et les gens, ils creusent, et même des gens qui ne savaient pas ce que c'était me demandent ce que c'est. Donc là, désormais, je leur envoie un lien vidéo parce qu'aujourd'hui, me taper 30 minutes par téléphone à expliquer à un gars, c'est plus possible. Là, j'ai engueulé quelqu'un de mon équipe parce qu'il m'a encore envoyé un contact. Ouais, il veut savoir ce que c'est. Bah, écoute, tu travailles avec un mec qui connaît la vente à terme, tu vois, mes propres agents immobiliers à moi. Ouais, t'as fait une Et vidéo YouTube exprès pour expliquer, et du coup, tu t'envoies le lien. ah Ok. bah oui, maintenant, je me sers de ça, mais ça veut dire que je suis même pas convaincu que l'ensemble de mon équipe l'a regardé. Je peux pas les obliger à avoir envie d'investir. Ah ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, du coup, j'ai une autre question aussi intéressante. Euh, Comme tu Juste, as. excuse-moi, Hmm, Greg, ah, 2 secondes. Par rapport vas-y. tout à l'heure, tu parlais en marchand de biens, l'immeuble trop gros. Hmm. L'immeuble trop gros, moi, c'est ce que je vois de plus attractif justement à combiner avec de la vente à terme. Parce que en fait, demain, tu as un immeuble avec 3 gros plateaux qui se vend pas et un peu trop cher aussi, on va pas se mentir. Mais à la limite, tu t'en fous qu'il est trop cher si le vendeur te fait crédit et qu'il te l'accepte de te le vendre en vente à terme. Tu l'achètes, je sais pas, 500 et tu t'engages à le solder dans les 2 ans. Une fois que tu as découpé les plateaux et que tu as généré une marge, chaque fois que tu vas vendre un morceau, le notaire va rembourser en priorité ton vendeur, ce qui est normal.
Mais si à la fin, tu as généré une marge juste de 100 000 euros, hein, tu as pris un risque, par exemple, sur un immeuble à 500 000, et en sortie, tu fais 600 000. Mais en fait, sur ce type de bien, ça peut être magique, parce que pour le coup, le marchand de biens, normalement, sa force, c'est de l'expérience, de l'expertise et de l'argent, parce que les banques ne financent peu les marchands de biens. Et là, en plus, tu as juste besoin de ton côté expertise, parce que tu n'as plus besoin de l'argent. Par contre, il faut être en capacité de fortement rassurer le vendeur. Et pour moi, idéalement, il faut un intermédiaire professionnel. Je ne suis pas en train de faire ma pub, mais c'est-à-dire que pour moi, le gars, s'il fait uniquement en tant que juge et partie, ça me paraît compliqué. Et à mon avis, il faut qu'à un moment donné, l'investisseur, il ait quelqu'un à côté qui puisse dire non, non, mais oui, c'est vrai, ça existe, c'est très sérieux. Et si dans 24 mois, il ne vous a pas soldé votre immeuble, bah, vous gardez le bouquet et la rente. Et effectivement, sur ce type d'immeuble, pour des marchands de biens, ça peut être très puissant, quoi. Ok. Donc là, en fait, la question que je voulais te poser, c'était par rapport Dis-moi. au tri des dossiers. Comme tu disais tout à l'heure, ben, du coup, tu génères beaucoup de clics et beaucoup de, du coup, j'imagine, de visites. Parce que quand tu mets un bien qui se retrouve avec un bouquet 10 fois moins cher que le prix de départ, comment tu fais après pour trier les gens pour que ça aille vraiment au bout, en fait? Parce que si je sais pas, si tu multiplies par 10 les visites en une semaine, tout le monde veut acheter. Oui, bien sûr. Comment tu fais Bien pour sûr. sélectionner ton dossier? Alors, en plus, tu fais très bien d'en parler parce qu'on a beau sélectionner, on est à l'abri de rien. Ouais. Un dossier où je suis en plein dedans parce que je suis en train de mettre en demeure le gars de acter alors qu'il est actuellement en prison. Et ouais, Toi, tu cherches vraiment les problèmes, comme on dit, quoi. ouais, j'ai eu une vente à terme où en fait, il n'y avait pas de bouquet et il y avait un locataire dedans. Donc en fait, il y avait un loyer de 300 et tu avais juste 400 à sortir tous les mois. Donc par contre, tu n'avais pas de cash flow, Hmm. tu avais un effort d'épargne. Et c'est un bien qui pouvait être aussi bien pour profil investisseur, mais marchand de biens. Pourquoi? Parce que le bien était un peu dégueulasse, pas entretenu, très encombré. Mais en même temps, dans 2 ans, le bail est terminé. Or, dans 2 ans, si tu arrives à faire partir la nana, et logiquement, elle doit partir puisque sa date anniversaire de bail, c'est dans 2 ans, tu mets un coup de propre, tu libères les lieux, final 30% plus important. Donc, tu vois, on pouvait vraiment cibler les deux types de clientèle, investisseurs ou marchands de biens. Donc, on a eu énormément de demandes de visite parce qu'il n'y a pas de bouquet, peu de gens intéressés, et je demande des relevés de compte pour être sûr que les mecs, normalement, je n'ai pas le droit de le demander, hein, parce qu'il faut un IO, BSP, enfin un truc financier que je n'ai pas. Mais clairement, sur une vente à terme, je demande à voir les comptes, comme quoi il est l'épargne, et aussi une épargne de précaution, parce que pour moi, j'ai un devoir moral vis-à-vis de mes vendeurs, surtout si c'est des personnes âgées. Donc là, pour le coup, moi, ils avaient 80 ans, l'acheteur, il avait 40 ans. Donc, il n'y avait pas de bouquet, il y avait juste les frais d'agence et les frais de notaire. Donc, il y avait 12 000 à sortir. Le gars, il a 17 000 sur le compte. Donc, ça va, il y a encore une marge de 5 000. Il bosse tous les mois, il est sérieux. Voilà. Et tu m'avais parlé d'anecdote. Bah, bingo, j'apprends quoi par le notaire? Que le gars est en prison. Bah, défaut de permis, il ne s'est pas présenté, machin. Et truc de dingue, Fantastique. mon acheteur, il est en prison. Voilà. C'est des histoires qu'on aime bien en immobilier, tu vois. En fait, les gens pensent qu'on achète de l'immobilier, ça se passe bien, on fait les travaux, machin, il y a du cash flow, ça rentre tout maintenant, ça se passe jamais comme ça l'immobilier. Mais on n'a pas encore fait Fantastique. l'acte authentique, donc c'est le principal. Après, ça me met dans une situation inconfortable. Mais mon vendeur, il voit comment je me bats pour lui. Et pour te dire, là où c'est vraiment puissant, où c'est jouissif, tu vois, le fait de vendre en un mois l'immeuble, l'exemple que je t'ai expliqué, là où pendant 3 ans, bah, tu sais, tu as l'impression en fait, d'être meilleur que les autres. Et moi, c'est absolument pas pour me vanter, mais c'est un super plaisir intellectuel. Au-delà de l'aspect, je vends, je prends une commission. Et là, j'ai un autre truc, c'est que je pars en guerre contre un notaire et je vais imposer mon point de vue avec l'accord de mon vendeur au notaire. C'est-à-dire que le notaire me dit, vous n'avez pas mis de clause extinctive dans le compromis, donc on ne peut pas l'arrêter. Bah, je dis, attendez, maître, si le gars il fait 10 ans ferme, on va attendre 10 ans. Et c'est là toute la subtilité des lois françaises. Il y a un autre notaire qui me dit, non, non, si au bout de 3 mois, tu n'as pas acté, tu le mets en demeure et on considère qu'au bout de 3 mois qui suivent la date de l'acte, si on n'a pas acté, on a le droit de rompre unilatéralement. Mais il y a débat. Et moi, je vais pouvoir imposer mon point de vue au notaire parce que moi, le vendeur est d'accord avec moi. Donc, et ensuite, je vais re-signer un compromis et je vais dire au notaire, bah écoute, on ne te laisse pas le choix, ce nouveau dossier écrase l'ancien.
Et toi, accessoirement aussi, tu t'écrases parce que tout le monde est d'accord pour faire comme ça, quoi. Bon, je vais pas lui dire comme ça, hein, mais donc ça a permis d'apprendre. Et ouais, bah, mon acheteur, il a déconné. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il fait le mort parce que il veut pas perdre sa vendre à terme. Je l'ai eu au téléphone et je lui dis, mais vous pouvez pas faire de virement, vous pouvez rien faire. En fait, tu vois, on se rend compte à quel point bah ouais, être en prison, tu peux rien faire, tu peux même pas consulter tes comptes, t'as pas internet, t'as pas de, en tout cas ceux qui n'ont pas de portable, quoi. Et lui, il en a pas, quoi. Ouais, Donc, c'est une vraie grosse galère. En tout cas, merci de nous avoir partagé toutes ces stratégies parce que c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, en tant que marchand de biens, ben, des fois, il y a des soucis. Il y a des soucis de financement. Donc après, la contrepartie aussi pour le vendeur, c'est que du coup, au lieu de se retrouver avec des fonds immédiatement disponibles, il se retrouve avec bah, des rentes. Donc par exemple, je sais pas si c'est un bien qui est à 100 000, au lieu d'avoir 100 000 sur son compte, admettons qu'il n'y ait pas de crédit en face, qu'il n'y ait pas de plus-value, ben, au lieu d'avoir 100 000, ben, du coup, il se retrouve avec des petites mensualités tous les mois. Donc ça aussi, c'est peut-être un argument. Faut un peu sortir les rames avec le vendeur là-dessus aussi, quoi. alors, c'est pas évident. En général, moi, ce que je mets en avant, c'est que mon acheteur, il négocie plus les conditions que la valeur vénale. Et en général, j'ai un tableau avec moi quand je viens en clientèle. Je lui montre que systématiquement, j'ai vendu sur une valeur vénale de 5, 10, 15% plus haute que ce qu'il aurait vendu en vente normale. Et j'ai même eu le cas en tant que vendeur. J'ai fait une vente à terme, mais je sentais que j'allais devoir utiliser la clause de garantie. J'avais un local commercial dont je ne savais pas quoi faire. Je l'achetais pas cher, mais je savais que je prenais un risque. Bon, aujourd'hui, mon risque a été récompensé parce que j'ai un prothésiste dentaire qui s'est installé. Donc, une profession sécurisante en termes de revenus. Je suis sur un rendement de 18%. Donc, 34 000, 6 000 euros de loyer annuel, 6 000 euros de loyer annuel, et il me paye mes charges et ma taxe foncière. Ouais. Donc, on est à 17,84. Donc, je l'avais acheté en adjudication, je voulais le revendre, j'arrivais pas à le revendre, et j'ai un gars qui a un projet entrepreneurial, mais pareil, il sait qu'il n'a pas de crédit. Il me dit, écoutez, je sais pas comment faire, je veux vous l'acheter, quitte à ce que je l'achète plus cher, qu'on fait une location-vente, etc. Je fais, oula, lui, il est en train de m'emmener sur la vente à terme. Parce que location-vente, j'écoute, laissez-moi réfléchir. Je rentre à l'agence, je regarde 50 000 avec un prêt sur 15 ans, avec les taux, machin. Je vois que le gars va rembourser 75 000. Moi, je me dis de la merde. Quitte à lui faire crédit, il faut que j'en profite. Donc, c'est ça le seul intérêt du vendeur, en fait, puisque je me suis positionné une fois en tant que vendeur, même si ça n'a pas été au bout. Je me suis positionné comme si j'allais être vendeur en vente à terme. Je leur dis, moi, je vous le propose à 75 000. Vous me posez un bouquet de 10 000 parce qu'en fait, c'était ma plus-value et je n'avais pas envie de payer de la plus-value parce qu'il faut faire attention. Ouais. Du coup, moi, les 10 000, ils restaient chez le notaire, je n'y touchais pas puisque je l'avais acheté 34 000 en adjudication en prenant un risque qui aujourd'hui a été récompensé. Et derrière, ils me payaient 600 euros par mois et les acheteurs étaient hyper contents. Donc, ça peut être un des arguments positifs pour le vendeur, c'est de se dire, au lieu de sacrifier mon prix, parce qu'en même temps, aujourd'hui, Greg, positionne-toi en tant que vendeur, tu n'arrives pas à vendre, tu ne connais pas la vente à terme. La seule option, c'est de faire des travaux. Mais on sait que généralement, l'état d'esprit d'un vendeur, c'est plus d'investir ni du temps ni de l'argent. Donc ça, on oublie. C'est de fracasser son prix. Et moi, j'arrive et je dis, bah, il y a une autre direction qui est possible, éventuellement, plutôt que de fracasser votre prix, ça va être de faire un système de location-vente, un système de viager. C'est-à-dire que la vente à terme, j'y vais progressivement. Parce que quand les gens ne connaissent pas du tout le mot, ça leur fait peur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, généralement, je les attaque plutôt par le terme viager. Ça les rassure parce qu'ils connaissent. Et comme tout est à faire dans ce domaine, puisque à vente à terme, René Coste en fait un petit peu, mais parce que c'est un spécialiste viager, il n'y a pas de technique de vente. C'est-à-dire que c'est à moi de la trouver. Et je suis en train de me rendre compte que psychologiquement, approcher les gens avec le terme viager fait moins peur qu'avec un terme qui est totalement inconnu. Bon, alors que Et c'est une astuce que du coup je vous donne. ouais, alors que ça n'a pas tellement de rapport quand même, parce que le viager, on récupère juste la nue propriété, le propriétaire garde l'usufruit. Enfin, c'est pas du tout les mêmes types de, Alors, c'est pas du tout les mêmes types de stratégie quand même, quoi. alors c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout les mêmes acheteurs, mais c'est la même famille de vente. C'est Ouais. une vente viagère. Mm. C'est-à-dire que dans les deux cas, on peut avoir un bouquet, et dans les deux cas, euh, et dans les deux cas, on a une rente plus ou moins importante. Oui, oui, oui. La grande différence, c'est que le viager, il y a un aléa, c'est la date du décès.
Voilà, ça n'existe pas. Et la rente en viager, il y a à peu près 30% de la rente qui va être imposée pour la personne qui en bénéficie. Voilà. Mais c'est défini comme une vente viagère. Aujourd'hui, si tu veux respecter, par exemple, les codes de diffusion d'un portail immobilier, moi, je ne le respecte pas. Je le mets en vente normale, je ne le mets pas en vente viagère. Parce que je sais qu'en vente viagère, je ne vais pas toucher le grand public. Par contre, c'est bien écrit vente à terme. Comme ça, les petits malins qui connaissent la vente à terme, qui vont taper le mot-clé vente à terme, ils vont me trouver. Et qu'est-ce que je veux dire sur les quand tu encaisses les rentes d'une vente à terme, enfin les rentes, les mensualités d'une vente à terme, ça c'est imposé ou c'est net d'impôt? C'est pas imposable. Ça c'est bien. Donc en fait, on vend le bien, on récupère du coup des mensualités, mais ça c'est pas du tout imposable. Ok, bon ça c'est bon à savoir. Ça c'est bon Ça, à c'est savoir. des termes qu'il faut pas. En fait, pour aider ta communauté, plutôt parler de viager dans un premier temps. Hmm. Et s'ils disent, ouais, attendez, le viager, ça ne m'intéresse pas. Alors en fait, il y a deux familles de viager et ensuite il y a les progressivement, mais partir de quelque chose qu'ils connaissent. Et ensuite, leur parler de transfert de propriété. Parce que transfert de propriété, quand tu es en galère avec un bien, ça veut dire liberté. Bah, je vais vous sortir de la merde. Et ensuite, effectivement, dire qu'il n'y a aucune imposition en dehors de la plus-value potentielle sur les rentes que tu vas toucher. Et ça les gens aiment bien. J'ai eu une pharmacienne qui avait son ancienne pharmacie qu'elle n'arrivait pas à vendre. Pareil, pas d'entrée séparée, tu avais un grand appart au-dessus. Donc, immeuble mal foutu. Donc, clairement, il faut être prêt à aller acheter des produits à problème. Celui qui ne veut pas acheter des produits à problème, il oublie la vente à terme. Et la pharmacienne, c'est vrai que sur tous les arguments que je lui donnais, je voyais qu'elle ne tiquait pas. Et quand je lui ai dit aucune imposition, donc potentiellement demain une rente de 1 000 euros, bah, ça veut dire 12 000 euros de revenus annuels en plus. Et votre revenu fiscal de référence et votre impôt ne bouge pas. Tu as même l'impression un peu de fausser le système. Il y a un côté magique, alors que c'est tout à fait légal. Et c'est ce qui m'avait moi-même auto-convaincu quand j'étais un petit peu en galère avec mon local qui était vide, qui n'est pas resté vide longtemps en fait. C'était de me dire, parce que moi j'étais parti sur des rentes de 1 000 euros. Et en fait, j'avais senti en plus la crise immobilière arriver. Je me suis dit, bah, en fait, pendant 5 ans, je vais avoir 1 000 euros de revenus nets non imposables que je vais indexer. Et en plus, je leur avais mis l'indice de coût. Là, j'avoue que c'est pas sympa de ma part. Mais vu que je l'ai pris en malus un coup, j'ai dit je vais le prendre en bonus un autre coup. Et je m'étais dit, bah là, c'est un bel amortisseur pour moi parce que voilà, mes revenus en tant qu'agent immobilier, ont baissé depuis un an. C'est mathématique. C'est normal. Dans l'immobilier, tout le monde gagne moins. Et je me suis dit que ça serait un amortisseur. Et voilà, donc ça peut être ça peut être un très bon argument pour les gens de leur dire ça. Par contre, s'ils cherchent confirmation auprès de leur notaire, il faut savoir que les 95% des notaires sont anti-vente à terme. Donc, il faut que soit tu aies des gens qui aient de la personnalité, soit il faut plutôt leur dire, bah, écoutez, je connais un expert en vente à terme, et dans ce cas-là, il me les envoie, même si je ne suis pas là pour chercher du business accessoirement. S'il y en a, je ne vais pas cracher dessus, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui va être rassurant. Et les notaires m'ont fait péter 3 ventes. Aujourd'hui, je te dis que je suis à 16 dossiers. Normalement, je devrais être à 19. Et ils m'ont littéralement fait péter 3 dossiers. Et c'est pour ça que je fais mes compromis moi-même. Une fois que je tombe d'accord avec les gens, en 72 heures, si j'ai les diags, je signe un compromis qui est parfait et valable juridiquement. Si le vendeur il change d'avis, c'est trop tard. Mon investisseur, il pourra aller lui réclamer 10% de la somme et moi, je pourrais aller réclamer mes frais d'agence. Ok, intéressant. Écoute, merci infiniment pour toutes ces précisions, pour tout ce contenu. Franchement, ça fait super plaisir. Si vous êtes toujours là, allez voir dans la description. On mettra un lien pour te retrouver. C'est justement le fameux groupe là sur les ventes à terme sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans ce groupe, de toute façon, bah, en fait, ils vont me trouver direct parce que je poste régulièrement mes biens à vendre, Ok. soit sous Willy Willy, soit sous Willy André Imo West, Hmm. même si j'ai plus ce nom-là parce que je me suis fait pirater mon compte. Mais de toute façon, c'est sûr, si ils vont sur ce groupe-là, je vais te l'envoyer en message, le lien. Comme ça, tu pourras le mettre en audio description, Ok. dans le, La description de la vidéo, ouais. dans la description, pardon. Et j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave.
Je le couperai pas, tant pis pour toi. Mais c'est mieux, c'est mieux. C'est comme l'anecdote du gars qui est en tôle. La vie Ouais, est plus marrante, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, de toute façon, les gens veulent se marrer aussi un peu. Enfin voilà, si c'est trop sérieux, c'est un peu nul. Si c'est trop clean, c'est un peu nul. Tu vois, là, c'est un échange. Moi, je raconte des conneries aussi, tu vois, c'est ok. Ok, bon, on mettra de toute Ouais. façon tous les liens en dessous dans la description pour te retrouver. Donc sur ce fameux groupe sur les ventes à terme. Toi, tu es sur quel secteur? Tu es dans le nord, c'est ça? Alors moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le 62 et un peu dans le 59. Voilà, j'ai Ok. encore eu un contact avec un gars hier, il m'a dit ouais, moi je cherche l'Île-de-France. Là, je dis Île-de-France, j'ai pas. Et comme par définition, la vente à terme est une vente par défaut, pas sûr que vous trouviez en Île-de-France, parce qu'en vérité, en Île-de-France, même un produit à problème, il y a quelqu'un qui va l'acheter. Donc voilà. Mais L'Île-de-France, c'est un marché très spécial, hein. C'est pas le marché, quoi. C'est Paris et Île-de-France, c'est autre chose que, que la province, on est bien d'accord, hein. à mon avis, ce que tu peux trouver en Île-de-France, j'en avais discuté avec un investisseur et un marchand de biens chevronné en vente à terme. Alors lui, il n'avait pas acheté en vente à terme, mais parce qu'à l'époque, il ne connaissait pas, il avait acheté un immeuble qui était entièrement squatté. Demain, tu as un immeuble qui est entièrement squatté, le mec est complètement désemparé, il ne sait pas quoi faire. Bon, bah, si toi, tu sens que tu as suffisamment d'expérience, suffisamment le coffre pour gérer ça, c'est sûr que le gars en vente à terme, il va te le vendre. Parce qu'il préfère s'engager en vente à terme avec quelqu'un qui potentiellement va lui donner un peu d'argent pendant quelques temps et de la taxe foncière. Et en fait, il se libère de la charge mentale que représente un immeuble squatté. Donc, les immeubles squattés, pour les marchands de biens qui ont des grosses cojones, ouais, ça peut être un profil parce que voilà, si tu règles le problème et que tu le remets sur le marché une fois l'immeuble libéré, bah, c'est le jackpot pour toi, quoi. Après, il faut que tu aies un vrai plan, une stratégie et de l'argent de côté, quoi. Ça marche. Écoute, merci infiniment pour tout ça. Si vous êtes toujours là, ben, abonnez-vous aussi, ça mange pas de pain. Écoute, Will, je te dis à très vite. Franchement, merci beaucoup pour tout ça. Et bah, de rien, Greg, merci à toi pour l'invitation. J'adore parler d'immobilier, c'était un pur plaisir. Et puis, à très bientôt. Et puis, je suis ton actu également. À bientôt sur le groupe. À bientôt.